Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Nous sommes aujourd'hui en politique provinciale avec le ministre de la Forêt, de la Faune et des Parcs, député libéral de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Luc Blanchette. M. Blanchette, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. C'est très gentil à vous, M. Blanchette. Malgré le précieux temps que vous nous donnez, et je sais que je communique très souvent avec votre bureau, puis c'est sûr qu'un ministre, bien, et surtout dans le domaine de la foresterie, vous aviez les mines auparavant, ce sont de gros ministères. Alors, de prendre ce temps de partir de Rouyn-Noranda, venir ici, à Macamic, c'est très apprécié, M. le ministre. Ça fait plaisir. Une mise au point. Cette émission est enregistrée le lundi matin, le 30 janvier, et diffusée le 8 février. Donc, il va y avoir des sujets que nous allons parler au cours de cette émission. Des dossiers non réglés le 30 janvier, qui pourraient être réglés lors de la diffusion du 8 février. Ce sont des choses possibles. Alors, c'est pour ça que ne pas tenir compte que lorsque vous allez prendre l'émission le 8 février, dire que, ben ça, il parle de ça, mais c'est réglé. Mais ce matin, ce n'est pas réglé. Alors, vous êtes d'accord avec ça, M. le ministre? Tout à fait. On va prendre un dossier quand même qu'on a beaucoup entendu parler, qu'on entend un peu moins parler, mais qui est d'une très grande importance. C'est qu'à compter du 1er février 2018, il ne sera plus permis de chasser le caribou, et ce, pour une période indéterminée. Pourquoi, M. le ministre? OK, il faut bien comprendre. On parle du caribou migrateur parce qu'il y a une distinction entre le caribou forestier et le caribou migrateur. Okay. Pour le caribou forestier, on défend déjà la chasse au caribou forestier. Il faut bien comprendre ça. Pour le nord, dans lequel on retrouve les caribous migrateurs, on a effectivement permis une dernière chasse parce que les forfaits étaient déjà en vente. Pour la moitié du nombre de permis qui était prévu, on a scindé ça en deux, c'est que les troupeaux, autant celui de la rivière aux Feuilles que celui de la rivière Georges, ont diminué. À Rivière-Georges, on est passé de 600 000 à 9 000 têtes, donc une grande diminution. Et du côté de la rivière aux Feuilles, nous sommes passés aussi de 600 000 à peine 181 000. Donc, il faut réagir à la matière. Et une des façons, parce que la nature s'occupe, puis les prédateurs en particulier, on pense à l'ours noir et au loup, qui vont attaquer souvent les éléments les plus faibles, soit les caribous les plus âgés ou soit les bébés naissants qui n'ont pas la capacité de se sauver. Mais quand les chasseurs y vont, eux cherchent toujours le trophée qu'on appelle, c'est-à-dire avec les gros panaches. Puis essentiellement, on tue les plus grands reproducteurs, entre guillemets. Il fallait agir parce que ces troupeaux-là étaient menacés et on veut éviter que le troupeau de la rivière aux Feuilles se retrouve à 9-10 000 individus, ce qui serait de fait une grande menace. Ce n'est pas des décisions faciles. Donc, on était appelé à suspendre, à partir de 2018, la chasse aux caribous migrateurs. Ça ne veut pas dire qu'on va laisser les pourvoyeurs là comme ça tout seuls. On va les accompagner, on va échanger. On a échangé avec les Inuits, on a échangé avec les Cris. On va le faire également avec les Jamaisiens ou les pourvoyeurs qui sont dans le Nord. On va les accompagner pour voir est-ce qu'on peut faire, comment on peut les aider. Est-ce qu'on peut les accompagner en diversification de produits, même si le caribou migrateur est un produit d'appel, on en convient. Est-ce qu'on peut aller vers d'autres chasses? C'est ce qu'on va regarder aussi. Est-ce que les mesures de compensation, on peut tout regarder? C'est ça, parce que j'ai ici un article, et je cite M. Jean Tremblay, qui est propriétaire d'Air Saguenay, qui dit ceci. « Je suis présent sur le terrain 8 mois par année. Je développe le Nord depuis 35 ans et le gouvernement tente de me faire croire qu'un biologiste qui a passé 4 jours dans un hélicoptère connaît mieux l'état de la population de caribous que nous. » Là, ça vient véritablement là, en contraste. Là. Et vous pensez que c'est vrai ce qu'il vient de dire là?
Non, moi, je vous pose la question. Je la reprends avec plaisir. L'inventaire qui a été fait dans le Nord, justement, parce qu'on connaissait les conséquences de ça, n'a pas été fait à la légère comme on le laisse sous-entendre. C'est pour voir qu'un biologiste, 4 jours de temps, etc. C'était un inventaire aérien très sérieux, très documenté, avec une marge d'erreur très, très faible. C'était fait de façon très scientifique. Donc, ce qui est écrit dans l'article, moi, je ne peux pas être en accord avec ça, puisque c'était bien fait. Les inventaires qui ont été faits amènent une diminution de troupeaux, et c'est là ce qui est inquiétant. Est-ce que ces données-là objectives et scientifiques, on doit les balayer du revers de la main? Moi, je ne crois pas. Les gens ont bien travaillé. Ça a été des échantillons qui se sont faits parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une période pour faire les échantillons dans la mesure qu'il y a des regroupements, justement pour les périodes de reproduction. Et c'est à partir de ce moment-là, il y a des colliers qui sont faits. On regarde la migration aussi de tout ça. C'était fait de façon très sérieuse. Maintenant, les données qui sont probantes, à partir duquel on a pris une décision qui n'était pas facile, on veut maintenir à tout prix et s'assurer qu'il y ait une régénérescence, c'est-à-dire une croissance naturelle des peuplements qui se font là. Ce pas des décisions qui ont été prises de gaieté de cœur. Maintenant, on l'impose, oui, mais en même temps, on veut bien collaborer. J'ai rencontré encore quelqu'un qui m'a sensibilisé à la pourvoirie Mirage, pour ne pas la nommer. On va travailler avec les gens de la place à trouver quelles seraient les meilleures mesures dans le contexte, parce que la donnée est objective. Ce que Jean Tremblay, à ne pas mêler avec le maire de Saguenay présentement, ce que Jean Tremblay a sorti, bon, c'est une caricature. Je comprends que lui, c'est sa business qui est concernée par ça, puis il est directement impacté. Là. Les pourvoyeurs sont très inquiets. Oui, mais essentiellement, on va travailler avec eux. On va travailler en concertation, essayer de trouver des éléments de solution. Mais ce n'est pas des dossiers faciles qu'on prend à la légère sur une impression qu'un biologiste qui veut sauvegarder tous les animaux. Là. Oui, parce que moi, M. le ministre, j'ai reçu ici, et je vais le nommer, un biologiste grande faune qui venait à mon émission 1 à 2 fois par année pendant plusieurs années, qui était M. Marcel Paré, et puis qui est un de mes grands amis. Puis, il me parlait du contrôle des orignaux chez nous, zone 13, zone 16, comment c'était fait. Et puis, il ne passait pas, là, comme il disait, 3-4 jours en hélicoptère. Puis, on a vu 5, on multiplie par 10. Je ne sais pas, là, je dis ça comme ça. Là. Ce n'était pas comme ça. Il me contait comment il faisait ça. Puis, c'est pour ça que moi, j'ai emmené avec moi la citation de M. Tremblay pour que vous puissiez la commenter comme vous avez fait. Écoutez, objectivement, là, c'était fait de façon très rigoureuse. Là. Ce qui est dans cet article-là, je le dis, c'est pas, même si c'est fait de façon caricaturale, c'est pas vrai. Les inventaires sont faits de façon scientifique. Il y a des colliers qui analysent la migration. Il y a des regroupements, des retroupements qui se font à période régulière et c'est là qu'ils vont faire les échantillons le plus scientifiques possible. Dans ce cas-là, c'est avec une marge d'erreur de moins de 8 qui se font. Fait que 8 sur 210 000, c'est pas beaucoup. Là. C'est pas énorme. Fait que donc, je tiens juste à dire que les choses ont été bien faites. Maintenant, il est légitime pour les pourvoyeurs du nord du Québec de se poser des questions. Qu'adviendra-t-il? On va les rencontrer. Il y aura des échanges. Oui, il y aura un travail de partenariat qui va se faire. Un comité aussi qui va être formé. Oh, on va en revenir juste à la fin de cet item-là, si vous me permettez, M. Blanchette. Bien sûr. Et est-ce qu'il est vrai que le grand chef des cris, Matthew Kuncombe, a interpellé le gouvernement le 19 décembre dernier, soit 2 jours avant que l'interdiction soit décrétée? 2 jours plus tard, vous annonciez la fin de la chasse au caribou pour une durée indéterminée. Ça a sorti ça aussi. Oui, mais je ne vois pas le problème. Je l'ai dit puis je le redis. Okay. C'est que chaque groupe, que ce soit les Inuits, que ce soit les Cris, ou les Jamésiens ou ceux qui habitent le Nord, qui ne sont pas nécessairement de résidence en Jamésie, mais soit que de Montréal, soit même de l'Abitibi-Témiscamingue, qui vont opérer, faire des opérations là-bas. Tout le monde a été consulté. Et quand on parle de consulter, on les a informés. On a une grosse nouvelle à vous informer, c'est qu'on va suspendre en 2018 la chasse aux caribous migrateurs. C'est pas banal, là. Donc, on les a informés et ensemble, on a travaillé. C'est sûr que les intérêts sont parfois divergents. Dans ce cas-là, ils l'étaient. Les Cris et les Inuits préféraient qu'il n'y ait plus de chasse de la part des pourvoyeurs, chasse sportive, j'entends, parce qu'ils voulaient préserver leur chasse naturelle, parce qu'eux, dans le cadre de la Convention de la baie James et du Nord du Québec, ont d'enchasser
un volume de Oui. caribous migrateurs qui est de l'ordre de 6 700. De la paix des Braves. Ça sort de la paix des Braves, Oui, ça? C'est oui. ça? Oui, OK. Ah, non, ça Non? remonte même à la Convention de la baie James, Ah, mais OK. qui a eu un document qui est aussi force d'entente, qui est la paix des Braves. OK. Donc, c'est un deuxième Un document deuxième document, OK. qui leur garantit un volume de caribous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'actions qui vont se prendre. Ça veut juste dire qu'on a un volume de caribous de chasse permise. Il faut bien comprendre que dans les activités traditionnelles des Cris et des Inuits, le caribou, c'est aussi culturel. Ce n'est pas juste leur base alimentaire, leur sécurité alimentaire, c'est aussi culturel. À la maison, j'ai, à partir d'un bois de caribou, des petits chiens sculptés, etc. C'est vraiment dans leur culture, ils font des artefacts Oui, avec ça. exactement, C'est oui. vraiment important. Donc, c'est tout à fait normal que nous, en guise de prévention, qu'on rencontre tout le monde dans un projet. Là, on a fait la suspension, on cherche des éléments de solution, compensation, et c'est de là qu'on rencontre tous les groupes. Fait qu'il n'y aura pas de surprise là-dessus. On a rencontré les Crues, les Inuits, puis les pourvoyeurs. Si ce n'est pas déjà fait, c'est en voie de s'organiser, de se faire. Mais travaillons ensemble avec les gens, parce que ce n'est pas une problématique facile, et on doit les préserver. Hein. C'est une chasse naturelle et culturelle importante pour les Inuits et les Cris. J'ai une question ici, M. Blanchette, à quelques volets. Alors, je vais la résumer, Oui. puis, si vous voulez, la commenter. C'est une industrie qui est vraiment très importante que la chasse. 20 pourvoiries offrant la chasse au caribou. Des retombées de 13 millions. 250 emplois saisonniers. Là, vous allez faire ou procéder à la création d'un comité ministériel pour trouver des solutions afin d'amoindrir les impacts. Qui sera sur ce comité? Est-ce que ce sera, et là je ne veux pas, j'ai déjà été fonctionnaire et je ne veux pas frapper sur les fonctionnaires, mais je suis obligé de vous poser la question, qui sera sur ce comité? Est-ce qu'on pourrait voir des fonctionnaires qui sont dans les bureaux à Québec, qui, entre parenthèses, ne connaissent rien à la chasse, ou ce seront des personnes qui seront vraiment de véritables connaisseurs de chasse? OK. Il y a deux choses. Là. Elle est longue un peu. Je vous corrige, là, c'est pas vrai que les fonctionnaires dans leur bureau ne connaissent rien. Non, mais je veux dire... Il y a des bacs, il y a des maîtrises, il y a même des doctorats, est-ce des qu'ils sont spécialistes. de terrain? Ouais. Oui, il y en a qui font du terrain. OK, c'est beau. Je tiens à vous le dire parce que quand j'étais aux mines, la moitié des bureaux se vidaient parce que les gens s'en allaient sur le terrain faire des travaux d'exploration. J'ai moi-même assisté à un camp d'exploration minier, puis je peux vous dire que les gens travaillent terrain. Okay. En ce qui concerne la biologie, c'est un peu la même chose. Quand arrive la saison estivale, ils ne sont pas toujours dans un bureau, au contraire, ils sont sur le terrain. Fait que je vous corrige tout de suite. Oui, non, mais c'est la question, puis elle est posée. Je suis content que vous me disiez ça. Il y a deux... Oui, puis je suis très fier. J'ai fait le tour des gens du ministère. Okay. C'est des gens dédiés, dévoués, qui croient dans leur cause essentiellement, qui sont aussi des gens de concertation. C'est pas toujours facile. C'est facile pour certaines personnes de pouvoir critiquer les gens, parce que, bon, j'ai presque une habitude de pouvoir critiquer les gens des ministères, mais moi, je les ai visités, et ce que j'ai visité là, en matière de faune, en matière de forêt, en matière de parc, c'est des gens très consciencieux, très travaillants. Fait que ça, je tiens à corriger. Maintenant, il y aura 2 comités ministériels. Un qu'on va appeler interministériel, donc ça le dit, ça sera entre les différents ministères. On retrouvera là-dedans des gens du ministère Énergie et Ressources naturelles. On retrouvera les gens de l'environnement, le MDD-ELCC, là, mais je vous raccourcis ça par ministère de l'Environnement. Et il y aura également ministère Forêt, Faune et Parc. Les 3 ministères vont essayer de regarder avec la réglementation, avec aussi l'intervention possible du fédéral à l'intérieur de ça, puisque le fédéral intervient auprès des espèces menacées. Donc, on va faire, je dirais, l'interface entre le fédéral et le provincial. Ce qui est dit au fédéral, c'est que si jamais il y a des espèces menacées puis il n'y a rien qui se fait sur le plan provincial, le fédéral peut intervenir. Ça, c'est dit. Nous, on s'assure justement d'être proactifs là-dedans, de travailler avec le fédéral de façon à s'assurer que les décisions qu'on va prendre soient les bonnes. Maintenant, il y aura un comité ministériel, celui-là, où il y aura des gens en responsabilité au gouvernement du Québec qui seront en interface avec les 3 communautés que j'ai dit tantôt. Les Cris, les Inuits et les Jamésiens ou ceux qui opèrent en Jamésie. Donc, ça sera 3 comités distincts. Pourquoi on ne les réunit pas toujours tout le monde ensemble? C'est parce que c'est des intérêts divergents. Allons essayer de faire, je dirais, les échanges auprès des bons commettants de façon à sortir de là des éléments de solution.
Qu'est-ce qu'on fait pour la reproduction? Qu'est-ce qu'on fait? Y a-t-il des choses sur l'insémination, sur des enclos possibles? Il y a des études internationales qui existent, comme par exemple, les gens comparaient le renne avec le caribou migrateur. Malheureusement, on ne peut pas comparer le renne, qui est une espèce qui se domestique beaucoup plus facilement que le caribou migrateur. Donc, il faut prendre des mesures plus adaptées. Par ailleurs, il y a d'autres endroits qui existent ailleurs dans les autres provinces canadiennes pour lesquels il y a eu des opérations qui se sont faites qui ont donné un certain nombre de succès. C'est de tout ça qu'on va discuter ensemble, mais ça sera en partenariat, tout le monde ensemble, qu'il y aura des choses qui pourront se faire. Parce que je ne voulais pas critiquer du tout les fonctionnaires, M. Blanchet, du tout, mais c'est parce que je voulais juste que vous me disiez que sur ce comité-là, il y aura des personnes qui sont vraiment aptes à siéger dessus, puis qui sont des connaisseurs dans la matière. Moi, je visite les centres de recherche, les laboratoires phoniques, etc., puis croyez-moi, il y a des gens très compétents. C'est pour ça. Oui, parce qu'en général, ces personnes-là sont d'une compétence très bonne. Et puis, avant d'envoyer un rapport, ou peu importe pas, ce rapport-là, il est étudié. Puis, mais je vous rassure, puis je trouve ça important pour la population aussi. Les gens ne prennent pas des décisions à la légère comme ça, que ce soit pour les raisons d'inventaire. Non, parce que ça, c'est beaucoup. Là. On parle de plusieurs millions, là, puis on parle de 20 pourvoiries, on parle de 250 employés saisonniers. On ne peut pas le fermer tout ça. Tout à fait. Il faut préserver, conserver, parce que dans mon mandat de fonde, il y a autant l'exploitation rationnelle, puis là, on pense aux ours noirs, à l'orignal, etc. Donc, ça nous prend une exploitation rationnelle. Puis je suis tout à fait en faveur de cette exploitation parce qu'il y a des retombées rattachées à ça. Mais il y a aussi certaines espèces à protéger, à conserver. Et c'est là que mon mandat n'est pas toujours agréable. Il faut intervenir, mais faisons-le ensemble. Et j'ai hâte qu'on puisse rencontrer, que le gouvernement puisse rencontrer les gens s'ils ont des éléments de solution constructifs, parce qu'il faut se mettre là-dessus. Je ne pense pas que ce soit le genre de dossier qu'on va pouvoir renverser une décision comme ça. C'est pas l'idée. Donc, c'est définitif. Le 1er février 2018, la chasse au caribou est suspendue. C'est vrai. Indéterminée. Oui. Et s'il y a des éléments de solution, des mesures de mitigation, d'atténuation, de compensation, on pourra le regarder, puis les tables serviront à ça. C'est un gros sujet. C'est sûr qu'on a pris plus que la moitié de l'émission, mais seulement que c'était très important aussi de bien établir. Puis je vous remercie des explications qui ont été claires et précises, comme on dit. Bientôt, si ce n'est pas déjà fait, parce que l'émission va passer le 8, puis on parle de blocage de sentiers, de motoneige par les agriculteurs. C'était censé se faire le 6 février. L'émission est enregistrée le 30 janvier, donc on ne sait pas si ça va se faire. Tout ça est dû à une protestation dans le dossier du recalcul, du remboursement des taxes foncières aux agriculteurs. J'aimerais, moi, que vous nous donniez votre position sur ça et surtout au point de vue touristique. Ça va faire très mal en Abitibi-Témiscamingue. Bien content de pouvoir faire le point sur ce sujet-là, puis j'apprécie la question. Allons-y sur les deux industries. Il y a plusieurs industries en Abitibi-Témiscamingue, la forêt, les mines, l'agriculture, qui sont toutes aussi importantes l'une que l'autre. Mais l'industrie touristique est également une industrie qui fait partie des piliers solides. La saison motoneige est une saison très courte puisque ce n'est que lors de la période de neige et ça varie d'une année à l'autre. On a la chance cette année d'avoir beaucoup de neige. Et honnêtement, c'est important en termes d'emploi, c'est important en termes de retombées. Je me mets dans la peau du motoneigiste qui a payé sa carte d'accès au sentier, qui se voit interdire de faire des circuits complets. Moi, je ne peux pas être en accord avec ça. Je trouve ça inacceptable de prendre une industrie touristique en otage pour régler son propre problème d'industrie agricole. Fait que, honnêtement, je trouve ça inacceptable, le fait que la menace, la prise d'otage, là, allons-y sur l'industrie touristique, elle a le droit de se développer, elle a le droit de se déployer. Maintenant, je ne suis même pas convaincu que l'ensemble des agriculteurs est d'accord avec ça parce que ça doit être un débat très déchirant. Personnellement, je ne peux pas être en faveur de cette prise d'otage-là. Notre industrie touristique a le droit de vivre. Maintenant, ça, c'est pour l'industrie touristique. Prenons l'industrie agricole, notre pilier de l'agriculture. Ça aussi, c'est important. C'est aussi essentiel.
Et s'il y a un problème sur les taxes foncières, là, il y a un nouveau ministre qui vient d'être nommé en place. Laissons à Laurent Lessard le soin de régler tout ce cas-là, ce litige-là. C'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas en prenant en otage l'industrie de la motoneige qu'on va y arriver. Savez-vous c'est quoi le danger? Puis j'ai eu des pourvoyeurs d'Abitibi-Ouest, que je nommerai pas, mais il n'y en a quand même pas trop. Ils ne sont pas trop nombreux, c'est facile à découvrir. Il y a des pourvoyeurs d'Abitibi-Ouest qui nous ont appelés. Les gens sont en train d'annuler, de canceller leur forfait. C'est d'une indécence. C'est d'une indécence crasse. Je ne peux pas être en accord avec ça. Laissons l'industrie de la motoneige se développer. Ce n'est pas en faisant mal à une autre industrie qu'on va régler notre problème à la base. Mais par contre, quand un agriculteur reçoit un compte de taxes de 35 à 40 supérieur à ce qu'il payait avant, ça aussi, ce n'est pas normal et ça fait mal. Moi, j'ai assisté au congrès de l'UPA à Québec quand ce débat-là a eu lieu. Et j'avoue, j'ai entendu le ministre de l'Agriculture de l'époque et j'ai entendu les représentations qui ont été faites par l'UPA. L'UPA avait ses chiffres, le ministère avait ses propres chiffres. On vient de nommer à court terme une personne indépendante des deux, Luc Godbout, qui va analyser la chose de façon scientifique, fiscale et monétaire, etc., de part et d'autre. Et là, il pourra arriver à des recommandations. Laissons-lui le temps de faire ses travaux d'une part. D'autre part, il y a un nouveau ministre de nommer. Ce nouveau ministre-là a des travaux à faire. Mais est-ce que la menace de couper les sentiers est toujours justifiée? Moi, je pense que non. Alors, c'est pour ça que la mise au point, M. le ministre, qu'on a faite là, en entrée d'émission, qu'elle est enregistrée le 30 janvier, la possible fermeture des sentiers le 6 février et l'émission passe le 8 de février. J'aurais aimé la passer avant, mais pour suite, l'horaire est très strict. Elle passe le 8 de février. M. Paradis, pour l'instant, n'est pas là. M. Lessard a pris les dossiers de l'agriculture. Est-ce qu'il y aura un développement avant le 8 février? On l'espère pour tout le monde. Puis, ou il y aura peut-être une suspension, dire, bon, bien, pour tout de suite, on ne bouge rien, on va attendre avec le nouveau ministre. C'est pour ça que la mise au point était très importante à faire, vu que l'émission passe le 8. Mais les impacts sont déjà négatifs, puisqu'il y a une menace d'annuler les forfaits que les gens avaient déjà réservés. Et ça, j'ai hâte que l'UPA en réponde. Comme j'ai dit, les préoccupations des agriculteurs sont importantes. Les préoccupations, les visées de l'industrie de la motoneige et de l'industrie touristique est aussi important. Un est aussi important que l'autre. Mais ce n'est pas en prenant en otage un contre l'autre qu'on va régler le problème. D'ailleurs, je cite Sylvain Vachon là-dessus, qui est quelqu'un de la région ici, qui a dit que c'est de la faute au ministère de l'Agriculture si l'industrie touristique et l'industrie agricole vivent ça. L'industrie touristique, ce n'est que de la volonté de l'organisation syndicale qui est l'UPA. C'est ça la réalité. Mais moi, je laisserais l'industrie touristique se développer, puis il faut regarder l'industrie agricole pour régler le problème. Il y a un nouveau ministre qui est en fonction. Laissons-lui le temps d'analyser les choses et de prendre ses propres décisions. Mais cette décision-là, moi, je la trouve totalement inacceptable pour l'instant. Monsieur le ministre, dossier bois d'œuvre. Oui. On en a parlé cet automne lorsque vous êtes venu. On avait peur de l'élection de M. Trump. On souhaitait quasiment que Mme Clinton soit élue. Ça aurait peut-être été plus facile, mais le sort en est jeté. M. Trump est le 45e président des États-Unis. Est-ce que ça vous fait plus peur qu'au mois d'octobre quand on s'y est vu? Écoutez, le choix ne m'appartenait pas, il appartenait aux Américains. Oui. Le choix a été décidé. Et nous, on a à composer avec cette élection-là. Je me souviens très bien que je m'étais fait dire que Blanchette voit d'un bon œil l'élection de Donald Trump, ce qui est tout à fait faux. Là, mais vous savez que des fois, on est mal cité. Oui. Dans ce cas-là, c'en est un. Mais essentiellement, maintenant que c'est M. Trump, on doit composer avec ça. Présentement, parce qu'on a embauché Raymond Chrétien, comme j'avais déjà dit. Raymond Chrétien a le mandat de faire une représentation tant au fédéral qu'auprès des Américains. Beaucoup de lobbies américains sont en train de faire du lobby auprès du président américain pour dire à quel point que l'accord de libre-échange nord-américain est important, que le bois d'œuvre, c'est un matériau peu dispendieux au Québec, etc., puis que c'est apprécié autant par l'Association des consommateurs américains que l'Association des entrepreneurs à construction américains.
que bien d'autres grossistes en bois d'œuvre ou même en détaillant disent, écoutez, c'est intéressant, le bois d'œuvre canadien et québécois, puisqu'il est très peu dispendieux. Ces représentations sont en train de se faire. Si jamais M. Trump décidait d'accroître les frontières par toutes sortes de mesures protectionnistes, il devra savoir qu'il y a 9 millions d'emplois américains, chez les Américains, qui dépendent de l'accord de libre-échange, du commerce international avec le Canada. C'est des genres de chiffres qui peuvent faire réfléchir quelqu'un qui se dit le champion de la création d'emplois, etc. C'est la première chose. Le congrès du Parti québécois a dit qu'il faudrait réagir, nous aussi, en mettant des mesures protectionnistes. C'est vraiment pas une bonne idée. Autant Carlos Seitao que Dominique Andelade que moi, on est vraiment, ça ne donne rien cette escalade-là parce qu'on est ouvert à d'autres pays à 30 à 40 de notre activité manufacturière qui dépendent de nos exportations. Donc, si on fait ça, on se met vraiment, on s'affaiblit comme économie et l'économie, surtout dans le contexte du bois d'œuvre ou de l'industrie forestière, c'est beaucoup dans toutes les régions du Québec. Ce serait définitivement contre-productif de faire une telle mesure. Donc, il vaut mieux tenter de faire les rapprochements, de négocier sous une base rationnelle que lorsqu'il y a un commerce de libre-échange, tout le monde gagne dans cette espèce d'esprit-là. Il faut savoir aussi que si jamais l'ALENA, on déchirait le papier, tel que la menace le dit du côté américain, que l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, entre en vigueur. Ce qui est exactement, sensiblement la même chose, puisque tout ce qu'on avait fait, c'était d'introduire le Mexique à ce moment-là. On sait, de par M. Chrétien, Raymond Chrétien, que c'est surtout le Mexique qui pose problème. Donc, il s'agit de trouver des façons d'aménager. Je ne doute pas que les Mexicains vont se mettre à négocier. Je ne doute pas que les Canadiens vont se mettre à négocier. Et qui de mieux que nous pour faire nos représentations, tant auprès du fédéral qu'auprès des Américains. Ce qu'on va faire. Maintenant, l'attitude qu'on a là-dedans au Québec, on a créé, puis là, je travaille en étroite collaboration avec ma collègue Dominique Andelade, on a créé une table des partenaires, incluant l'Union des municipalités du Québec, incluant la Fédération québécoise des municipalités, qui sont en lien avec la Fédération canadienne des municipalités, qui sont en lien avec la Fédération des municipalités américaines. Même chose pour les syndicats sur le plan canadien et sur le plan international, et même chose pour les industriels qui, parfois, peuvent avoir de l'influence. M. Garneau était à la sermentation du président des États-Unis, M. Trump. Et essentiellement, c'est en faisant tout le monde pression, autant sur le fédéral que sur le fédéral canadien que le fédéral américain, pour s'assurer qu'il y ait une bonne entente. Mais c'est par la voie de la négociation que ça va se faire. C'est un gros dossier. C'est un dossier qui peut voir le jour dans plusieurs mois. Pensez-vous qu'au mois de mars, ce dossier-là pourrait sensiblement être réglé? Avec la table des partenaires que je tiens, puis on a une rencontre tout juste demain, donc le 31 janvier pour moi, cette rencontre-là nous permet de décider des stratégies à prendre. Dans des cas de conflit comme ça, on est toujours mieux d'être ensemble que d'être un contre l'autre. Dans ce cas-là, on espère d'avoir tous les appuis de toutes les parties pour pouvoir faire les bonnes représentations. Est-ce qu'il y a un échéancier à ça? On ne contrôle pas l'échéancier. C'est une négociation. On parle du mois de mars. En mars, c'est l'imposition d'une mesure de droit compensatoire ou droit anti-dumping qui pourrait mettre des mesures temporaires. La bonne nouvelle de ça, c'est que sur les 4 entreprises échantillonnées, il y en a une du Québec qui est Produits forestiers résolus. On a 3 usines en Abitibi-Témiscamingue, la Papetière à Amos puis 2 scieries à Sainte-Terre. Produits forestiers résolus sera enquêté. Elle aura le support du ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, mon ministère à moi, pour pouvoir monter une preuve qui fasse bien reconnaître le régime forestier avec le Bureau de mise en marché du bois qui fixe de façon, avec le marché, le prix et qui influence l'ensemble des prix sur le bois d'œuvre. Mais essentiellement, c'est un dossier qui est bien aligné, qui n'est pas facile, il faut bien le reconnaître, mais pour lequel on travaille ensemble. Qui a choisi Résolu? C'était les Américains qui l'ont choisi. Nous, on avait dit, choisissez une entreprise au Québec. Et comme Résolu était au Québec, en Ontario, et la plus importante au Québec, c'est elle qui a été retenue. Monsieur le ministre, merci infiniment. C'était très intéressant. Puis vous aurez toujours une place ici à mon émission. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été dans un rendez-vous, une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.